Être bull ou être bear, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en crypto ou en investissement. C'est un terme qui est un peu chaotique, mais qui exprime un petit peu le sentiment général que l'on peut avoir sur le marché. Est-ce qu'on est bull ou est-ce qu'on est bear? C'est un sentiment qui est vraiment drivé par l'émotion. Alors oui, ça peut être l'émotion du Twitter en général ou du dernier tweet qu'on a lu. Ça peut être aussi simplement le fait de ne pas être assez exposé et d'avoir envie d'aller chercher plus bas. Et donc c'est la retransposition de ce que l'on souhaite et non pas de ce qui y est. Ou à l'inverse, ça peut être une surexposition de chaque regard que l'on a au niveau de son wallet qui est en rouge, en train de saigner, et qui nous donne envie vraiment d'arrêter de ressentir ça et de repartir plus haut. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, la dernière vidéo de votre influenceur préféré, ou, encore une fois, pourquoi pas, votre propre analyse sur des graphiques. Bref, peu importe, vous êtes toujours dans un biais, dans un sentiment général du marché, qu'il soit bearish ou bullish, voire même, pourquoi pas, les deux. Et c'est normal, et ça ne doit pas impacter votre façon d'investir. Bonjour, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, on va commencer par les nouvelles, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui sont en train d'arriver, notamment la présence de la validation potentielle le 4 juillet des ETF spot Ethereum. J'en parle déjà depuis un certain temps, et ma supposition était clairement fin juin, début juillet, je pense qu'on sera donc le 4 juillet, donc c'est-à-dire fin de la semaine prochaine, ce qui est plutôt cohérent par rapport aux différentes annonces. Donc ça, il va falloir se préparer, notamment sur Ethereum, on risque d'avoir de la volatilité au lancement, qu'elle soit positive ou négative, que ce soit une vente, que ce soit des achats. Il y a une forte probabilité d'avoir un sell the news, mais ça c'est encore autre chose, j'en ai déjà parlé, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée sur Ethereum pour bien comprendre comment réagir par rapport à ce type d'événement et ce qui risque de se passer dans les mois après le lancement de cet ETF spot, ce qui est plutôt positif sur le long terme, mais on risque d'avoir vraiment beaucoup de volatilité sur court terme. Volatilité qu'on risque de retrouver aussi sur cette clôture mensuelle de Bitcoin qui est très importante. On va revenir dessus dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi, que ce soit d'un point de vue purement sentiment de marché, que ce soit d'un point de vue purement psychologique, ou ici, purement volatile, parce que oui, nous avons les 4 witch, donc c'est-à-dire les 4 sorcières, c'est une clôture qui est toujours trimestrielle, dans lequel nous avons les dérivés, les futurs qui se clôturent, ce sont des options, ce sont les produits à court terme dans lesquels nous avons les clôtures qui se font toujours tous les trimestres. Et ça, c'est quelque chose qui apporte toujours énormément de volatilité, parce que on a des clôtures, et donc qui dit clôture égale position qui vont se fermer, égale prise de profit, voire même vente au marché, ou achat au marché pour pouvoir compenser une perte, et c'est quelque chose qui rajoute énormément de volatilité. Et on sait qu'on a beaucoup de clôtures au niveau de Bitcoin, mais pas que, aussi au niveau de la macroéconomie, et on sait qu'on est drivé par la macroéconomie quand même depuis un certain temps, notamment grâce aux ETF spot Bitcoin, mais pas que, parce que nous avons quand même beaucoup de nouvelles qui vont arriver aujourd'hui, 14h30, un PIB trimestriel, 1,3 attendu, si jamais on est en dessous, ça risque d'être très compliqué, si on est au-dessus, ça va pumper fort et dur, et à côté nous avons vendredi, ici les PCE, l'inflation, inflation qui est vraiment derrière toute décision de Jérôme Powell, avec derrière le plein emploi, toujours cette mission du plein emploi, mais ça n'empêche que, ici, l'inflation va être très importante, ainsi que le PIB, et c'est quelque chose qui va influencer le Nasdaq, et donc forcément nous influencer, nous, au niveau du BTC, et influencer la clôture. Clairement, si on a un PIB qui est au-dessus, on risque de pumper fort, et ça peut nous emmener. Alors, je dis bien peu, parce que oui, les poussées au niveau du Nasdaq et au niveau du S&P 500 et de la macroéconomie américaine sont moteurs d'une accélération de Bitcoin, mais pas systématiquement, alors que les baisses sont systématiquement moteurs d'une chute au niveau de Bitcoin. Et c'est là où on n'est pas forcément logé à la même enseigne tout le temps, et il faut prendre énormément de recul par rapport à notre corrélation sur le marché américain et par rapport à ce qu'on peut vivre sur Bitcoin. Bitcoin, dans tous les cas, nous sommes dans une clôture mensuelle qui est vraiment très importante, clôture aussi qui est trimestrielle, je le rappelle, hein, dans lequel on est en train de clôturer, hop, le mois, ici je me recentre, de halving, hein, d'accord, le trimestre, pardon, de halving, qui est très important, qui est pour moi un des trimestres les plus importants par rapport au cycle, parce que c'est lui qui va donner le ton par la suite. Dans le halving, nous avons toujours une respiration, et normalement, on devrait avoir un redépart petit à petit. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important de prendre du recul, mais aussi de revenir sur ce qu'on a actuellement. Parce qu'on a un double sentiment actuel, et c'est ça qui est le plus compliqué à gérer psychologiquement. D'un côté, on est excessivement bull, parce que, hop, on dézoome un petit peu, on voit bien l'accélération que l'on a. Oui, on est dans un retracement qui est plutôt classique.
ici dans une respiration après avoir touché un nouvel ATH, donc c'est-à-dire un nouveau plus haut, donc il est tout à fait normal d'avoir cette typologie de respiration. Mais à côté, on est quand même relativement vert, parce qu'on se dit que oui, peut-être c'est la fin, peut-être c'est la fin du bull run, peut-être tout simplement nous sommes pas assez bullish au niveau du Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de momentum haussier, on a une macroéconomie qui est compliquée, on a les élections américaines, on a une réglementation, on a plein de choses qui font que le sentiment bullish d'expansion n'est peut-être pas aussi puissant et aussi fort que ce que l'on a connu. On a une crise inflationniste, on a à côté une décision qui n'a pas encore été effectuée sur Jérôme Powell, donc forcément, ce pivot de la Fed, dans lequel on va avoir une diminution des taux d'intérêt, qui pourrait donner vraiment un ajout de liquidité au marché des actions, mais aussi des crypto-monnaies, n'est pas encore effectué. Peut-être ne sera pas effectué cette année. Encore une fois, ce sont des choses qui prennent du temps et qui impactent la psychologie générale. Psychologie générale, d'ailleurs, qui est souvent impactée par les discours de l'un et de l'autre, sans forcément prendre en compte les time frames, donc c'est-à-dire la notion de temps et de temporalité. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de prendre en considération ça. Ce n'est pas parce qu'en daily, on peut être plutôt bearish, c'est-à-dire avoir une vision d'avoir une chute légère, et en long terme être bullish, que on est bloqué dans les deux biais, donc c'est-à-dire dans ces deux représentations de l'évolution du marché. Personnellement, je vous avoue que ici, on est dans un moment qui est compliqué. Je vous ai expliqué dans les différentes quotidiennes que oui, on était dans un range, on était dans un bad range qui était plutôt classique pour repartir dans un haut range. C'est tout à fait vrai. Le seul souci, c'est que quand on regarde l'impulsion baissière que l'on a avec le retracement qu'on a effectué ici pour une continuité baissière, structure en elle-même, si on est bien d'accord, nous avons un top ici qui est inférieur à celui-là, et ce que l'on attend, c'est d'avoir un low qui est plus bas. Et ce qui est confirmé en même temps par cette impulsion baissière, le retracement et le Fibonacci qui nous amène potentiellement dans les 54 000, 52 000, qui est un niveau qui est vraiment important sur l'analyse technique, dans lequel nous avons un imbalance, dans lequel nous avons un order block, et même on pourrait dire que tous les signaux nous amènent directement dans cette zone. Et c'est pour ça que on a ce double sentiment. Nous sommes toujours dans ce range, avec une volonté d'aller chercher plus haut, nous sommes toujours plutôt bullish sur le long terme, mais en l'occurrence, on a une target qui est encore plus basse. Mais qu'est-ce qui détermine cette possibilité d'aller chercher plus bas? Qu'est-ce qui fait que on va aller justement casser ce range pour aller chercher une target plus basse, ou même rebondir tout simplement sur ce range? Moi, il y a un indicateur qui est très important, c'est que généralement quand on va chercher un bad range, ici, on a un rachat de cette mèche, chose qu'on a eu, oui, mais on est censé avoir une accélération, on est censé avoir quelque chose qui ressemble à ça, quelque chose qui est puissant, impulsif, haussier. Là, ce n'est pas le cas, on voit qu'on a eu même du mal à aller tout simplement retester les 64 000, qui était une zone qui était attendue pour une continuité, ou en tout cas un retest baissier. Là, on n'arrive pas à partir là-dessus, on voit qu'on a une macroéconomie, en tout cas un Nasdaq, qui a aussi du mal, parce qu'on est en phase de respiration, mais ce qui est normal aussi d'un autre côté, parce qu'on a eu une phase d'hyper-expansion, donc on a des prises de profit égale pression baissière, et encore une fois, c'est tout à fait normal. Donc pour moi, on a une faiblesse du marché qui est bien présente, faiblesse qui est aussi en même temps logique, par la temporalité. Nous sommes au fin de mois de juin, nous avons terminé un trimestre, on est dans une phase de prise de profit, et c'est tout à fait logique. On se dirige aussi dans une période estivale, dans laquelle on a une macroéconomie qui est toujours plus calme, et donc forcément moins de volatilité. Donc forcément aussi peut-être une mèche qui est moins forte. Il y a une autre idée, et ça j'aimerais bien vous la présenter, c'est qui est un piège. Piège pour moi qui serait assez simple à mettre en place, dans lequel que tout le monde attend les 52 000, 54 000, en tout cas beaucoup de personnes. C'est une zone qui est vraiment très défendue, comme je vous l'ai dit, techniquement, et toute personne qui fait de l'analyse technique pense qu'on va aller à un moment donné à 52, 54, en tout cas c'est une hypothèse qu'on a en tête, plus ou moins importante, mais il est fort probable aussi simplement d'avoir une déviation dans les 56, aller chercher cette liquidité ici, juste faire une petite mèche et repartir. Là, on aura un mouvement qui serait certainement beaucoup plus fort, avec la prise de liquidité énorme, beaucoup de personnes qui shorteraient pour aller chercher les 52, et donc on pourra mettre en place un short squeeze qui serait très puissant pour retourner dans les 64 000 ici, et là on aurait une véritable réflexion. Est-ce qu'on serait dans une mise en place d'une continuité baissière pour vraiment tester 52, ou plutôt consolider avec un petit lot et ensuite repartir, et on aura des très belles entrées pour aller chercher le haut de range à 74 000.
Mais ça, encore une fois, c'est une hypothèse. L'important, c'est de pas être bloqué dans son biais, de ne pas se dire que forcément on va aller chercher 74 parce qu'on est en bas de range, que pas forcément on va aller chercher les 52 000 parce que on a une bougie qui est relativement faible. Il y a toujours des explications et il faut impérativement surtout structurer son investissement et couvrir les risques. Il faut être couvert si jamais on part à 74 avec une exposition qui est suffisamment importante, ou ici ne pas être surexposé parce que potentiellement on peut aller chercher les 56 ou les 52, et ce n'est pas forcément attendre obligatoirement les 52 pour structurer une position pour repartir, parce que oui, on peut s'arrêter au 56 et repartir. L'idée générale que j'essaie de vous expliquer, c'est que oui, nous avons plusieurs possibilités, l'important c'est d'être préparé à toutes ces possibilités-là, et c'est quelque chose qu'on a vécu énormément en 2020, dans lequel, c'est pour ça que j'ai vu cette image sur Twitter, ça m'a fait penser à ça, dans lequel on a la représentation du halving de 2020 et de 2024, dans lequel 2020 c'était beaucoup plus bullish. Alors je suis totalement contre cette idée-là, pour l'avoir vécu, en l'occurrence, je peux vous dire que dans cette période post-halving, dans cette zone-là, on était absolument pas bullish. D'accord, il y a très peu de personnes qui étaient bullish, c'était un sentiment qui était un peu comme ce qu'on vit actuellement, entre bullish et bearish, dans lequel on se disait qu'on aimerait bien aller acheter plus bas, aller acheter cette partie-là, parce que beaucoup de personnes n'ont pas acheté cette peur-là, peur du Covid, d'accord, donc qui a été très compliqué, beaucoup de personnes n'ont pas acheté cette mèche-là, et donc forcément ont voulu se dire que potentiellement on retourne ici pour racheter, pour repartir, sauf que le marché en lui-même, lui, n'a pas attendu, est reparti fort. C'est pour ça qu'il faut impérativement couvrir toutes les possibilités, parce que le sentiment de marché, le biais change, que ce court, moyen, long terme, l'important c'est toujours de réévaluer les possibilités de chacun des scénarios pour pouvoir être préparé et surtout profiter de chacun de ces scénarios-là pour pouvoir réagir de façon construite, peu importe ce que le cours fait, parce que c'est le plus important, c'est ce qui fait que vous ne perdez pas d'argent. N'oublie pas la règle de Warren Buffett, première règle, ne pas perdre d'argent, deuxième règle, ne pas oublier la première règle. C'est vraiment très important de couvrir ses positions et surtout d'avoir conscience de l'exposition que l'on a aux différentes possibilités d'évolution du prix. Pour moi, il y a des points qui sont bullish, comme je vous l'ai expliqué, notamment dans la quotidienne d'hier, dans lequel, oui, nous avons un ensemble de cryptos qui tiennent. L'exemple sera le Kaspa, je pense que je vais traiter la vidéo aujourd'hui, dans lequel on voit qu'on pousse, on a Pendle qui maintient bien, on a beaucoup d'autres cryptos qui arrivent à tenir, malgré qu'on ait une pression baissière qui soit très forte au niveau de Bitcoin, ce qui est positif sur le court moyen terme, et qui pourrait être justement un signal de redépart, mais le souci c'est qu'on n'a pas d'initiative, on n'a pas de possibilité d'accélération. Mais, encore une fois, on a des nouvelles qui pourraient anticiper ça et qui pourraient nous propulser à la hausse. Si jamais on a un PIB qui est bien supérieur au 1,3, il est fort probable d'avoir ici un Nasdaq et un S&P 500 qui va pousser très très fort, et à ce moment-là, on pourrait avoir une hyper accélération au niveau de Bitcoin, et à entamer un short squeeze. On sait qu'on a beaucoup de liquidités qui sont en attente de ce côté-là, c'est pas quelque chose qu'il faut ne pas considérer, c'est quelque chose même qu'il faut anticiper et se préparer aux éventualités haussières et aux éventualités baissières. N'oubliez pas qu'il faut impérativement se préparer à avoir tort. C'est là où vous allez faire de l'argent, c'est là où vous n'allez pas en perdre. Encore une fois, on n'oublie pas, si vous ne perdez pas d'argent, ça veut dire que vous maintenez votre capital, et donc vous avez des opportunités d'achat et de vente par la suite. Je vous rappelle, et ça c'est très important de dézoomer régulièrement, idéalement se positionner en logarithmique, en automatique, et on voit que la position où nous sommes, c'est au départ d'une phase d'expansion. En logarithmique ça paraît peu, mais si on zoome ici, et qu'on regarde tout simplement les phases d'expansion que l'on a pu connaître, ce sont des phases qui sont toujours très importantes, et c'est exactement ce que l'on attend ici, pour cette fin d'année 2024 et 2025, et encore une fois, on a toujours ces dates-là qui sont inscrites sur le graphique, qu'il va falloir surveiller, et ça va arriver bientôt. Et pour tous ceux qui sont restés à la fin, je vous propose un petit jeu. En commentaire, écrivez si vous êtes bull ou si vous êtes bear, ou si vous êtes bull et bear, écrivez-le. Tout simplement, ça nous permettra de voir à chacun quel est le sentiment de tout le monde, et ça nous donnera une bonne indication sur potentiellement le nombre de personnes qui ont pris le temps de répondre en commentaire. Ça nous fera un panel, un genre de sondage, pour voir est-ce que la tendance est plutôt bull ou est-ce qu'elle est plutôt bear, et vous allez voir que ça va être très intéressant comme résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, partagez-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite.